Salut Mickaël, bienvenue dans Octagon Vision et puis je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoute, salut Enzo, Mickaël Lebou, combattant de MMA je fais partie, tu m'as invité sur ton podcast, donc du coup je vais te laisser toi poser les questions et j'y répondrai volontiers. Donc on va commencer avec la première question. Donc tu as un combat le 10 mai au KSW 106 contre Amin Ayoub. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous parler d'à quel point ça a été dur de réaliser ce combat? Parce qu'on a vu pendant des semaines ça se cherchait, mais on n'a pas vu d'officialisation. Ouais, c'est toujours dur d'officialiser des combats comme ça quand surtout tu as deux personnes qui sont pas dans le même roster, c'est-à-dire dans la même organisation. Amin Ayoub, c'est quelqu'un qui évolue à l'Hexagone. Moi, je suis signé au KSW. Après, on a aujourd'hui la chance que les deux ne se mettent pas des bâtons dans les roues et donc du coup, ça facilite ce type de combat. Après, il y avait aussi des choses dont je ne maîtrise pas qui font qu'effectivement, ça a pris énormément de temps avant de se formaliser. Je ne sais pas si ça bloquait de leur côté ou si, voilà, pour quelles raisons exactes ça bloquait. On a réussi au final à trouver un compromis, un accord. Et puis même à partir de là, ça a mis 2 semaines avant que ce soit réellement signé et officialisé. Donc ouais, c'est un combat qui a failli pas se faire et c'est un combat qui se fait un peu dans la douleur, mais ça va se faire. On nous a parlé d'un tout ou rien. Celui qui gagne a tout l'argent, celui qui perd a rien du tout. Est-ce que déjà c'est vrai et est-ce que c'était une formalité pour réaliser ce combat? En gros, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le perdant repartira avec quelque chose, ça c'est sûr. Mais effectivement, comparé avec le plus gros de la somme, on est sur du 20-80. C'est-à-dire que c'est 20% pour le perdant, 80 pour le gagnant. Donc c'est le deal qui a été accepté par les deux parties. C'est d'ailleurs un deal que j'ai proposé au manager de Amin Ayoub Ok. et ils ont accepté de leur côté. Et du coup, let's go, ça rajoute un peu de piment, comment dirais-je, dans ce combat. Et après, pour le promoteur, ça ne change absolument rien parce que lui, Oui. il raisonne en termes de dépenses et en coûts. Et à la fin, ça fera 100%. Donc, que ce soit dispatché en 50-50 ou autre, il s'y retrouve et nous, on s'y retrouve. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de comment se passe ta préparation pour ce combat? Est-ce que tu peux nous présenter un peu, nous parler un peu de ton staff qui t'accompagne dans ta préparation? Ouais, bah écoute, ça fait déjà quelques années que, surtout entre guillemets, quand tu commences à avoir plus de 30 ans, c'est très important d'avoir une bonne condition physique parce que c'est des aptitudes dans lesquelles on ne doit pas se louper et notre corps, bah, il a quand même été mis à l'usure un certain nombre de temps, donc il faut vraiment qu'on soit prêt sur ce plan-là. Et moi, je confie ma préparation physique là depuis 3-4 ans. Enfin, même avant, j'étais avec lui. Ensuite, il est parti ouvrir sa salle, donc on a eu un peu de mal à se caler. Et depuis 3 ans, je refais un travail assidu avec lui. C'est Sébastien Charter. Ok. Il a une salle de sport au Game Training Club à Saint-Maur. Donc, du coup, ça permet d'avoir accès à la salle quand je veux. Et donc, du coup, c'est lui qui gère mes séances, c'est lui qui fait mes séances. C'est vraiment un préparateur physique qui est avec moi sur l'ensemble des préparations physiques que je fais. C'est pas genre, il me donne un programme. C'est vraiment le préparateur physique qui me suit. Comme dans mon précédent combat face à Romain De Bienne, je rejoins l'équipe un peu de Nicolas Hott sur toute la team MMA. Donc, c'est lui qui drive les séances en qualité de head coach et qui réunit des sparring de grosse qualité. Sur ce camp-là, il y a Benoît Sani qui fait sa préparation en même temps que moi. Il y a Wissam Akmouche, il y a Baki, il y a Nassourdine parfois sur le tatami. Euh, il y a vraiment un niveau assez incroyable sur les tapis des sparring du lundi, mercredi et vendredi. Et donc, du coup, c'est cool parce que ça permet de se préparer correctement. La partie sol, je la fais toujours à la MK Team. C'est mon club de toujours avec Olivier, le boss de la MK Team et Flo. Euh, L'un des, on va dire, ceux qui gère avec, enfin, c'est Olivier, le patron de la team, mais il y a aussi Flo qui est l'un des instructeurs. J'ai la lutte que je fais avec Maxime François et j'ai la partie, évidemment, pied-point que je fais avec Red Aoud.
Ok. Donc Euh, voilà, ça c'est un peu ma team. à quel point Nicolas Haute, il t'a aidé en tant que combattant depuis que tu l'as rejoint? Est-ce que tu as ressenti une vraie évolution de ton jeu par rapport à toutes ces années avec d'autres coachs? Après, Nicolas, on se connaît très bien, c'est-à-dire qu'avant même qu'il soit coach, c'était un combattant. Ouais, On était ensemble au MMA Factory, donc c'est quelqu'un que je connais depuis toujours, entre guillemets, depuis que je fais du MMA. Effectivement, là, je l'ai vu évoluer comment dirais-je, dans son rôle de coach et je l'ai vu faire au fur et à mesure quand il était au MMA Factory et quand il a pris entre guillemets, son envol pour ouvrir son propre training. Et j'ai vu l'évolution et je pense que de toute manière, les performances parlent d'elles-mêmes pour lui. Ça fait 2 ans consécutifs qu'il est dans les meilleurs coachs de l'année. Ce qu'il fait avec Nassourdine, c'est juste incroyable. Ce qu'il fait avec d'autres combattants comme Delphine, c'est incroyable. Avec Wissam Makmouche, c'est incroyable. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a des gars comme Benoît Sani ou des gars comme Baki qui viennent confier un peu leur carrière à Nicolas. Après, moi, je suis un peu dans une autre optique parce que, effectivement, je viens et je me plie à toutes ces consignes quand je suis ouais, dans son cours, mais on peut pas dire que réellement, genre, ce soit Nicolas qui gère toute ma planification ouais, d'entraînement, ok. etc. Moi, c'est vraiment sur les cours collectifs de MMA dans lesquels je participe. Et évidemment, il est de super bons conseils. Et évidemment, même quand j'ai affronté Romain Debienne, il m'a donné on a travaillé des thèmes de travail d'ailleurs que j'ai retranscrits en combat. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, c'est un expert dans le MMA et c'est quelqu'un qui sait diriger une séance et qui sait donner. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est que même si, par exemple, il y a un Baki qui va affronter un autre style de gars, un BSD qui va affronter un autre style de gars et moi qui vais affronter un autre style de gars, il arrive à mélanger les sparring pour que tout le monde s'y retrouve et donner des exercices à thème qui répondent aux besoins de chacun. Et Ouais. c'est là où il est vraiment bon, c'est qu'il arrive à faire un travail particulier, on va dire, avec chacun d'entre nous, bien qu'on soit assez nombreux sur le tatami. Et donc, ouais, ouais, il m'aide en tout cas, et il m'aide, et je sens que tous les exercices et les thèmes qu'on fait avec lui me permettent d'être meilleur en entraînement, enfin, le jour du combat. Est-ce que actuellement tu penses que Nicolas Haute, c'est dans le top 3 des meilleurs entraîneurs mondiaux? Ça l'est peut-être pas encore. Mon duo, je sais pas, j'ai pas, moi, en plus, franchement, je vais pas te mentir, la réalité, c'est que tu as tellement de teams qui ont eu tellement de Hmm. champions UFC que je pense que si on part quand même du principe où on est dans le top mondial à partir du moment où on a des ceintures UFC, Ok, etc. ouais, Bon, bah voilà, on n'est pas du tout dans ce top 3 mondiaux. Par contre, ce que je peux te dire effectivement, c'est que je pense que Aldric et Nicolas Hoth sont ouais, aujourd'hui les entraîneurs qui ont compris comment mettre en place un écosystème qui répond au mieux aux besoins des combattants et que bah là, ils se confrontent un peu à la limite du possible et de l'humain, c'est-à-dire comment tout seul en tant que head coach, on peut aider des combattants et jusqu'à combien on peut en aider. Et c'est, je pense, hein, Nicolas Hoth et Aldrich se retrouvent plus ou moins avec le même nombre de combattants quand tu regardes bien. Et ils vont se confronter aux mêmes problématiques, c'est-à-dire comment réussir à être aussi performant avec mes combattants, bien que j'en ai de plus en plus. Et forcément, ça passera par des échecs parce que le sport aussi, c'est toujours ça. C'est-à-dire que même s'ils font bien leur travail, que ce soit n'importe quel coach, c'est pas eux qui font la performance. Et puis en face d'eux, il y a aussi des athlètes qui sont parfois juste meilleurs que l'athlète qu'ils ont préparé. Et c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, jusqu'à maintenant, pour moi, leur méthode aujourd'hui, c'est celle qui, je trouve, fonctionne le mieux. C'est celle qui me font dire qu'ils ont compris le MMA, ils ont compris l'importance de s'appuyer sur les compétences de personnes spécialisées dans leur domaine. Et quand je vois le travail de Nicolas, par exemple, avec Maxime François ou avec Alamos ou la team Mamoudi, etc., je me dis effectivement qu'il a compris ce qu'était le travail collectif pour une performance individuelle. Tu sors d'une grosse prestation contre Romain Debienne avec une bonne décision unanime. Qu'est-ce que tu tires de ce combat? Et est-ce que pour toi, bon, on a entendu un peu ton adversaire charrier un peu Romain Debienne, même s'il dit que c'est son ami, qui dit qu'il combat comme une huître avec un cul d'huître. Est-ce que pour toi, ça reflète un peu de comment Romain combat? Comment tu ressens ça, toi?
Non, après, je n'ai même pas compris en réalité la sortie qu'il a fait sur Romain, c'était gratuit, tu vois. Après, ça les concerne eux et je pense que en vrai de vrai, même Romain, il a dû être un peu surpris de ça. Après, ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui disais qu'Amine avait un cul d'huître quand Ouais, ok. je le taquinais sur les réseaux et il a repris cette expression en disant que c'était Romain qui a un cul d'huître. Après, effectivement, Romain, c'est pas, et je l'avais toujours dit, c'est un action fighter. Hmm. C'est un combattant très dangereux parce qu'il aime la bagarre et il refuse aucun défi. Et la réalité, c'est que Romain est un beaucoup plus gros puncher que Amin Ayoub, par exemple, et beaucoup plus physiquement, beaucoup plus dur. 77 kilos, moi j'ai toujours dit que quand j'arrivais sur des gros 77 comme Romain Devienne, Hmm. etc., c'était compliqué parce que les gars, ils avaient un avantage physique. Et même si j'ai fait une bonne prestation contre lui, j'ai pas réussi à le finaliser. Et c'est pour ça aussi que je fais le choix de redescendre un peu parce que ça reste ma caté, entre guillemets, de performance. Ouais. Et Amin Ayoub, il représente un peu, c'est le gars qui monte. Et clairement, c'est un gars que j'ai envie d'affronter parce que voilà, parce que je sais que le jour du combat, j'aurai le meilleur sur lui et ça me permettra moi de monter tranquillement dans les rankings et même si c'est pas ce que je cherche, ça prouvera que je suis là et que je suis plus que largement plus qu'un gars qui est aux portes de la retraite. Qu'est-ce que tu penses du niveau global de ton adversaire et ses dernières prestations qui ont été un peu à demi-teinte? Il est bon, Amine. Faut pas oublier qu'Amine a été champion du Brave. Il avait même été champion du Desert Force dans deux Hmm. catégories à l'époque, 77-70. Et après, je peux pas te dire pourquoi, mais j'ai trouvé qu'Amine faisait beaucoup plus de boxe que de MMA. C'est-à-dire que Hmm. selon moi, il a perdu un peu de son ADN qui faisait qu'il était peut-être, il paraissait plus polyvalent à l'époque qu'il l'est maintenant. Ok. Mais Amine, c'est un bon combattant, il a du cœur, il est généreux. C'est quelqu'un qui met un gros volume de coups. Clairement, sur les derniers combats qu'il a fait, on peut pas dire que c'est les plus grosses performances qu'il ait pu faire en Hmm. carrière. Je pense qu'il a affronté des gars beaucoup plus durs. Voilà, après, je pense qu'il en a conscience hein, que ses dernières performances, c'est parfois franchement de la rigolade. Et donc, je peux pas te dire si aujourd'hui, le Amin Ayoub qu'on a, malgré son jeune âge, il n'est pas déjà sur le déclin. Voilà, je sais pas te dire. Sincèrement, j'ai du mal à savoir la stratégie qu'il a et si c'est en affrontant des gars qui sont classés très loin derrière lui, qu'il espère monter quelque part, je sais pas. Ça, c'est à lui, quoi, encore une fois, qu'il faut poser la question. Moi, je constate. Ok. Pour toi, c'est quoi les clés pour battre Amin Ayoub et est-ce que tu as changé quelque chose dans ton jeu par rapport à ton dernier combat? Non, je pense que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'arrive là-bas où j'ai à rougir de aucun des domaines dans lesquels j'évolue, que ce soit debout, que ce soit en lutte ou encore mieux au sol. C'est trois dimensions vraiment dans lesquelles je pense être au-dessus de lui. Donc, il aura peut-être un peu plus de vitesse d'exécution parce qu'il est quand même dans cette capacité de vitesse d'exécution, voilà. Mais sinon, sincèrement, il n'y a pas une dimension du MMA que je vais refuser dans ce combat. Ok. C'est un combat dans lequel je me vois vraiment être au-dessus sur les trois dimensions. J'ai pas de crainte particulière. Après, la plus grosse crainte dans ces combats-là, c'est justement soi-même, c'est-à-dire de faire attention à pas rester dans un niveau où on se dit, tiens, on en a fait suffisamment, de pas être dans la suffisance, mais voilà, d'aller se booster pour aller chercher un peu plus que juste une victoire. Ok. Voilà, c'est juste moi, il faudra que je fasse attention à moi-même. Dans ce combat, je pense que je suis mon plus gros ennemi, entre guillemets. Quelle est la suite pour Michael Lebou en cas de victoire? Ouais, même en cas de victoire, en cas de défaite, c'est ce que je dis souvent. Maintenant, je prends les combats que parce que ça me fait un truc de les prendre. Hmm. Et tu sais, on m'avait proposé des gars au KSW avant Amine, mais j'étais pas archi chaud parce que ça me motivait pas, parce que et en fait, Amine, moi, je trouve que ça représente un truc cool parce que même pour le public français, c'est intéressant.
Tu vois, ça, Mm. c'est, même si effectivement, d'un point de vue sportif, ça vaut pas un Saladin en main event, on est Mm. d'accord, du point de vue performance Ouais. sportif, bah, clairement, ils sont au-dessus. Même un Marqui qui affronte un Martin, ça va être incroyable. Mm. Alioune qui, pareil, prend un top 7, ça va être incroyable. Ça, c'est des combats, tu vois, qui, pour la performance sportive, qui ont un vrai enjeu. Nous, sportivement, en tout cas pour ma part, ils représentent aucun enjeu parce que j'ai déjà affronté des gars beaucoup plus forts, beaucoup plus durs. Je sais que je suis plus, voilà, j'ai plus envie d'aller chercher la haute performance mondiale. Ok. Je sais très bien que l'UFC, tout le monde parle de l'UFC, mais il y a un monde entre aller à l'UFC et aller chercher la ceinture de l'UFC et d'y rester. Euh, et je pense que c'est ça qui me fait sourire à chaque fois, c'est de prendre des gars comme ça, tu vois, qui sont pas loin des portes de l'UFC parce que vraiment, je le pense, il a le Mm. niveau pour y être, mais pour lui montrer qu'ils sont encore loin du niveau Pour pour y aller rester. chercher exactement pour aller Ouais. chercher surtout une ceinture, quoi. Quand tu vas à l'UFC juste pour y rester, si c'est pour alterner un rouge, un vert, ça sert pas à Mm. grand-chose, tu vois. Et la réalité, c'est que c'est un peu le but, ça me permettra d'éduquer, on va dire, les combattants français. Et puis c'est un combat qui a qui parle au public. Il y a forcément le petit côté, il est jeune, moi je suis un peu plus âgé, donc je pense que dans la tête des gens, ça fait une sorte de génération entre lui et moi. Mais au-delà de ça, pas plus que ça. Moi, les combats, j'en ai vécu beaucoup et j'ai pas de pression particulière, pas de. C'est un Ok. combat. Alors pour finir, est-ce que tu peux nous donner un pronostic officiel sur ton combat? Bah écoute, je me vois vainqueur avant la décision. Ok. Voilà. Moi, normalement, je suis un pro de la décision, c'est vrai. C'est mon style, c'est comme ça. Je suis un user. Euh, mais là, clairement, je pense que dans ce combat, je le finis. Ok. Je suis quasi sûr de le finir. Je travaille pour le finir. Donc, écoute, mes skills sont aiguisés. J'espère que de son côté, il aiguise aussi les siens. Et voilà. Et après, je pense qu'on est aussi parti pour faire un combat très engagé, avec un rythme très soutenu. 3 fois 5, ça va vite. Donc, non, ouais, je pense que combat engagé qui se traduit par une victoire de ma part avant la décision. Bon, bah, on a hâte de voir ça le 10 mai. Et puis du coup, Mika, je te remercie pour accepter l'interview. Et puis on te souhaite que Alors, du merci à bonheur pour la toi. suite et une grosse force pour la suite. Ok, bah, force à toi, force à ton média. J'espère que ça va donner de la force pour que d'autres te fassent confiance derrière. Et c'est cool. Merci encore Enzo et soyez présents le 10 mai. Ça va être un beau combat.